Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Talk Talk. Ce matin, nous nous retrouvons encore pour le dernier numéro de la semaine et nous accueillons encore comme d'habitude des confrères pour décrypter l'actualité de ces dernières heures ici chez nous, au Togo principalement. Ce matin, on est avec nous sur ce plateau Didier Assobaï, le directeur du site d'information togobreakingnews.info. Bonjour. Bonjour Junior, bonjour aux auditeurs de City FM et aux téléspectateurs de LCF. Tout à l'heure, on sera rejoint sur ce plateau par Fabrice Pédizi du Libéral. Avant toute chose, voici la une des journaux. La une des journaux de ce vendredi 27 janvier 2017, nous commençons par le journal des Guardians de Ambrose Monjou. Le journal titre à sa une ce matin, lettre ouverte du président du PRR au chef du fil de l'opposition. Nicolas Lawson apporte son soutien à Jean-Pierre Fabre pour la libération du Togo. La famille Namchougli dans l'œil du cyclone. Après le décès de Jean-Baptiste, le calvaire continue pour Moussa et Félix. Interview DG du FNFI, Yves Manawenyaba fait le bilan, apporte des clarifications. Quant au temps 2017, le Togo quitte prématurément la compétition. Togo Réveil est avec nous ce matin. Le journal titre à sa une. Le monde culturel sur une grande et difficile opération de mobilisation de fonds. Il faut sauver le soldat Black Joe. Antazer Togo SA a déjà fait entrer plus de 2 milliards de francs CFA au trésor. Audience avec le président de la République. Dans l'attente d'une suite favorable, Fabre fait attendre Nicolas Lawson. Le quotidien privé Liberté dans les kiosques également ce matin à la une. Mauvaise nouvelle pour les Togolais. Les prix des produits pétroliers connaissent une nouvelle hausse. La LCT s'indigne et appelle à une mobilisation contre cette mesure impopulaire. CSTT arrêt de la Cour d'appel. La Cour suprême rejette le sursis à exécution requis par Sébastien Tevi. Corruption, le Togo sa 16e au classement de Transparency International. Après son départ de la NCA, José Simenou relance la protectrice assurance. Au chantier du Nord Togo, Fort Nyasingbe constate l'avancement des travaux. L'alternative de Ferdinand Messan Haïté dans les kiosques ce matin, le journal titre à sa une. Fausse lutte contre la corruption, comment le pouvoir fait l'âne pour avoir le foin MCA. Nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers. Docteur Diefé Rue d'accord, médecin togolais en France. Pour une médecine de rééducation fonctionnelle au Togo, il faut qu'on mette en place un plateau technique digne de ce nom. Saisie record de médicaments dangereux au port de Lomé Trafic et portuaire, Antazer Afrique fait le point du suivi des cargaisons au Togo. Dans les classes également ce matin, nous avons Togo Matin de Dieudonné Korolakina à la une. Sommet Afrique-Israël. C'est pour octobre prochain à Lomé politique. Jean-Pierre Fabre, Nicolas Lawson, une alliance contre nature. Flambeau des démocrates de Loïc Lawson dans les kiosques. Trafic commercial, sécurisation, identification et contrôle. Antazer Togo SA veille. Grand Cloto, Bamako, Sokode, Sarakawa, vœux de nouvel an. 1 janvier plein pour fort. Éducation, mauvaise gestion de fonds à la direction régionale du Golfe et Lomé commune. Oui à la traque des menus fretins et les gros poissons. Le changement est avec nous ce matin à la une. Débâcle des éperviers à la Cannes Gabon 2017. La Cannes ne doit pas être un champ d'expérimentation. Encore une commission déguisée en groupe de travail sur le secteur de l'éducation. Le Premier ministre Selam Klassou doit cesser de divertir l'opinion de l'essentiel. C'est désormais officiel. Lomé accueille le sommet Afrique-Israël du 16 au 20 octobre 2017 en Tazer Togo. Une société portuaire qui fait progresser l'économie togolaise. Chronique de la semaine. Le rapport du conseil d'administration du MCC est sans appel. Le Togo est le seul pays éligible au programme Threshold. L'agriculture togolaise s'ouvre à la transformation. Fort Nyasingbe inaugure une usine de soja et d'arachide à Tarataou. Promotion de l'éducation de la santé des journalistes formés par M Afrique, Transport et Fret Maritime. Antazer Togo a déjà versé à l'État togolais 3 milliards de francs CFA. Le bâtisseur. Crabe de fait en Gambie. Itemi Saez, alléluia. Yaya Jammeh débarque en Guinée-Équatoriale avec 11 millions de dollars et ses voitures de luxe. Babili Mansan un jour dans le box des accusés.
Adama Barrow est rentré donc au PJ. Sortie médiatique d'Antazer Togo SA, près de 3 milliards de francs CFA de recettes pour l'État en 2016. Fraternité dans les kiosques. Fin de parcours du Togo à la CAN 2017, encore des milliards gâchés. Retour sur le buzz, je ne vois pas le rapport. Les leçons à retenir par la présidence de la République. Interview de Sani Aya, ministre de l'économie et des finances. C'est vrai que la dette est à 75% du PIB, mais ce n'est pas une fatalité. L'équipe sportive de Aimé Ekpe, dit Aimé le Bon. CAN Gabon 2017, élimination du Togo, que du gâchis. Le roi, le sorcier, exorcisé. Interview, 4 questions au président de Bukenti FC, Daoud Boundjou. Nous voulons des vrais supporters et non ceux qui divisent et détruisent. Le correcteur de Honoré Adontui. Commémoration du 43e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Quel sens pour une fête 12 ans après la mort de Eyadema. Débarque des éperviers du Togo à la CAN Gabon 2017. Et si Claude Leroy était un entraîneur togolais. Origine, évolution et précarité ambiante descendent au cœur de la profession de greffier au Togo avec Maître Moïse Akebim. Focus Info pour terminer la une des journaux de ce matin. Économie, baisse d'activité, recul des recettes, mauvaise performance, grogne des opérateurs. Que se passe-t-il au port? Politique, retour de Maître Aboibo, la mauvaise carte du quart. 8 hommes détiennent autant de richesses que 3,6 milliards de personnes. Invité spécial, Madame Saouda Badamasi Bivedor, directrice générale de Fayage Économie de l'État togolais, met fin à la concession de l'hôtel Ibis International. Intervention en Gambie qui paie la facture. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Retour dans le studio, donc après ce jingle entre confrères. Nous allons commencer par donc l'actualité politique avec le groupe de 6 partis d'opposition qui a donc rencontré mercredi après-midi à Lomé les ambassadeurs occidentaux, à savoir celui de la France, d'Allemagne, des États-Unis et aussi de l'Union européenne sur la question des réformes politiques. Alors, comme on le voit, la pression est sur le gouvernement en ce qui concerne les réformes politiques dans notre pays. Non, est-ce que le gouvernement sent une certaine pression après cette rencontre du regroupement des 6 partis politiques de l'opposition avec les ambassadeurs européens accrédités au Togo? La question reste posée, mais ce que j'aimerais dire à ce sujet, c'est que la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles est une question cruciale pour le Togo. Cette question-là cristallise l'opinion depuis 2006, depuis 2005-2006. On a cru atteindre le bout du tunnel avec le dialogue inter-togolais qui aboutit à la signature consensuelle de l'accord politique global. Ça n'a pas été, les réformes n'ont pas été faites en ce moment-là, après les élections de 2010, et notamment avec la promesse du président lui-même qui disait, notamment dans une interview accordée à Liberté FM, qu'il devrait, à Chicago, oui, qu'il devrait qu'il entendait faire les réformes avant la présidentielle de 2010. Les réformes n'ont pas été faites. Après, on a vu le mouvement, le regroupement de partis politiques comme la coalition Arc-en-Ciel et le CST qui ont mené ce combat-là des réformes. Les réformes n'ont jamais été faites. Des tentatives ont eu lieu à l'Assemblée nationale, notamment celle du 30 juin 2014. On n'a pas su céder sur les points où il fallait céder, on n'a pas su donner des garanties nécessaires qu'il fallait donner pour l'aboutissement de ces réformes. Ces réformes n'ont jamais été faites. Donc on dit que sans ces réformes, il n'y aura pas l'élection présidentielle qui a eu lieu en 2015. L'élection a eu lieu, on est à 2 ans de ces élections-là. Et on voit aujourd'hui que l'opposition a son agenda. Le pouvoir également, notamment le gouvernement, a son agenda. Et à mon avis, on ne sent pas une certaine pression. Si les ambassadeurs vont saisir le pouvoir sur cette question des réformes-là, on répondra facilement aux ambassadeurs qu'il y a une commission de réflexion qui est mise sur pied, dont les membres... dont les membres ont été nommés en fin d'année 2016, décembre, la commission présidée par Awanana. Et donc cette commission-là va réfléchir aux réformes
qu'il faut pour le Togo, et c'est après cette réflexion-là qu'on proposera les réformes qu'il fallait faire. Donc, est-ce que cette rencontre des 6 partis politiques avec les ambassadeurs européens accrédités au Togo va changer fondamentalement quelque chose dans le chronogramme que le gouvernement lui-même a voulu pour ces réformes? Je ne crois pas, et je ne suis pas convaincu, mais c'est quand même nécessaire, et c'est le rôle des partis politiques de l'opposition d'avoir tenté un coup, d'avoir bousculé un peu, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire que s'ils se résignent, ces partis se résignent, ce n'est pas bien du tout. L'opposition, il faut toujours pousser le pouvoir à aller vite, et à aller vite et à mieux faire. Donc je crois que c'est dans cette logique que se situe cette démarche-là. Si cette démarche va pouvoir accélérer, va pouvoir amener le pouvoir à demander à la commission de réflexion d'accélérer ses travaux pour qu'on nous dise que d'ici 2 mois, 3 mois, les réformes seront proposées, et que s'il fallait aller à un référendum, on ira, ou s'il fallait passer par une modification constitutionnelle à l'Assemblée nationale, cette modification soit faite, ce sera de bonne guerre. C'est quand même l'essentiel, c'est quand même nécessaire d'avoir pris cette initiative, d'avoir mené cette démarche-là, et on verra le résultat au bout du fil, on verra ce que ça donnera. Alors, Fabrice Bodizi, bonjour. Bonjour. Alors, comme on l'a vu tout récemment, je mercredi, le groupe des 6 partis d'opposition, donc, qui s'est mis sur pied tout récemment autour de la question des réformes et de la décentralisation, a rencontré les ambassadeurs de la France, des États-Unis, de l'Union européenne et d'Allemagne sur la question des réformes. Donc, ce groupe demande aux ambassadeurs d'intercéder pour eux, à la limite, auprès du gouvernement pour que les réformes soient matérialisées. Alors, quel résultat attend de cette initiative? Oh, bon, c'est vrai que c'est l'objectif principal de ce regroupement qui, malheureusement, n'a pas de nom ni de porte-parole comme cela. Et c'était les réformes qui étaient leur préoccupation. Maintenant, la première initiative en allant vers les diplomates, bon, c'est une bonne initiative si on peut dire que, pour ne pas leur reprocher dans les jours à venir qu'ils ne font rien. Sinon, en réalité, les diplomates mettaient la pression par rapport aux réformes depuis. Pratiquement l'année dernière, lors de que ce soit au 14 juillet ou du moins à l'Union européenne et tout cela, les diplomates sont toujours revenus sur la question des réformes dans les différents échanges avec les membres du gouvernement. Bon, maintenant qu'ils aillent, peut-être que ça peut être une pression supplémentaire, mais quel résultat ça aura? Mais je crois que les diplomates sont là pour aider, aider, conseiller, apporter peut-être leur point de vue, mais ils ne vont pas ligoter les mains des Togolais pour les amener à des réformes. Il reviendra au peuple togolais, aux dirigeants et à la classe politique de s'entendre sur le minimum et aller à ces réformes-là. Sinon, ils feront des propositions, ça restera des propositions, et ça ne date pas d'aujourd'hui, la pression de l'Union européenne et des autres partenaires. Donc, l'initiative, bon, elle est belle parce que on a constaté que la plupart du temps, les partis de l'opposition restent trop dans leur coin et attendent seulement l'action du gouvernement pour réagir. Alors maintenant, aujourd'hui, s'il y a un groupe qui prend cette initiative-là, c'est une bonne chose, mais je crois que ça ne doit pas seulement être des actions visibles, parce qu'on sait qu'en diplomatie également, les diplomates ne sortiront pas ouvertement comme cela dire... Ça se fait de manière douce. Oui, ça se fait de manière douce dans les coulisses et autres, mais ceci, ça fait une action d'éclat quand même. Bon, on verra ce que ça va donner. Mais, comme je le disais pour terminer, les réformes, ce sont les Togolais qui les feront. Alors, est-ce que la nouvelle en Gambie, par exemple, peut agir sur le gouvernement, peut appeler le gouvernement togolais à vouloir faire vite des réformes, du moins à avoir la limitation de mandat et les 2 tours pour essayer de couper l'herbe sous le pied de l'opposition, par exemple, vu que la pression va se faire quelque chose dans les jours et mois à venir? Oui, bon, il faut dire qu'en réalité, en Gambie, il y a eu alternance sans réforme. C'était la même constitution sur la base de laquelle on est à des élections. Et c'est pour ça, moi, j'ai toujours l'habitude de le dire. En réalité, les réformes, l'intérêt général des réformes, c'est pour permettre au pays d'évoluer. Ce n'est pas forcément pour permettre à X de venir au pouvoir. Ça peut faire partie des éléments. Mais l'objectif premier des réformes, c'est pour une meilleure gouvernance, pour que les Togolais se sentent à l'aise dans leur peau. Et donc sur cette base, je dis oui, il faut que les réformes aient lieu. Mais l'impact de la Gambie, bon,
Je dirais, si c'est la réforme du genre, il faut que, Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Aujourd'hui, il peut quitter le pouvoir sans qu'on ait la moindre réforme. Ça aussi, c'est possible. Soit il peut de son gré dire, je ne me présente plus en 2020. Ou alors, il se présente et puis quelqu'un d'autre gagne les élections. Ça aussi, il y a cette possibilité-là. Mais celui qui va gagner ces élections, il risque de se retrouver dans les mêmes travers si on ne fait pas réellement les réformes. En fait, c'est un peu ça l'enjeu. Parce que généralement, on a l'impression que certains pensent qu'on fait les réformes pour qu'ils arrivent au pouvoir. Non. On fait les réformes. Et je pense aussi qu'on fait les réformes pour qu'ils quittent le pouvoir. Pour qu'ils quittent le pouvoir, justement. C'est pour cela que je dis, avec ou sans réforme, si on s'entend sur des élections crédibles, si on est d'accord que les élections qui s'organisent au Togo sont crédibles, on peut avoir alternance aujourd'hui sans réforme. C'est ça. Et donc, mais les réformes, pour moi, principalement, c'est pour cela que je suis d'accord avec le chef de l'État quand il dit qu'il veut des réformes en profondeur. Là, on voit que ça va au-delà de la conquête du pouvoir. Il faut revoir beaucoup de choses dans l'appareil gouvernemental pour que les choses aillent mieux, notamment parce que quand on prend la question de la corruption aujourd'hui, tout cela, il y a des mécanismes qui sont mis en place, qui ne fonctionnent pas, il y en a qui ne sont pas encore mis en place. Je crois que les réformes permettront que tout ça là bouge. Et quand ça bouge, quand il y a la transparence dans la gestion au premier étage, je crois que ça aura une répercussion parce que les fraudes électorales également, ça fait partie des habitudes. Si le policier qui est à l'aéroport refuse les petits 1000 francs qu'on lui tend, ça veut dire qu'on tend vers une société. Souvent, c'est lui qui réclame, c'est pas corrupteur, c'est lui qui réclame souvent. Parfois, on tend aussi. Parfois, c'est le corrupteur qui fait le premier pas et le corrompu ne résiste pas. Et donc, je crois que c'est cet ensemble-là qui peut permettre au pays d'émerger. Sinon, Faure Gnassingbé peut s'en aller aujourd'hui. Quelqu'un d'autre va venir, il va faire encore 20, 30 ans. Sur le statu quo. Ça sera le statu quo. Alors, Didier, je renvoie la même question. Est-ce que la nouvelle donne en Gambie peut influer sur le cas togolais pour qu'on puisse avoir les réformes à temps? Non, moi je ne veux pas trop me focaliser sur ce qui se passe en Gambie pour parler du développement du Togo. Nous, Togolais, sommes assez intelligents pour savoir ce que nous voulons, pour savoir ce qu'il nous faut aujourd'hui pour nous développer. À ce sujet, j'aimerais faire observer qu'une société qui ne se réforme pas est appelée à disparaître ou court vers son propre mal. Donc si le Togo aujourd'hui refuse de se réformer, refuse d'adapter ces systèmes ou ces institutions aux nouvelles donnes qui sont là actuellement, ce pays court un grand danger. Et malheureusement, nous sommes dans un État, dans une république, et la tête draine la queue. Donc quand on parle des réformes, allons maintenant à l'essentiel. Quand on parle des réformes aujourd'hui, c'est vrai, tous les secteurs sont prioritaires, tous les secteurs méritent des réformes, mais les réformes qui cristallisent les attentions, qui divisent aujourd'hui les Togolais, il faut trouver des moyens pour sortir les questions divergentes pour que le pays avance. C'est depuis des années, on parle des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Qu'est-ce que ça coûte? Qui est-ce que ça gêne? Et il nous faut aujourd'hui nous départir des passions, que du côté du pouvoir comme de l'opposition, qu'on cesse de lier la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles à la conquête ou à la perte du pouvoir. Si le sujet est présenté comme ça, parce que du côté de l'opposition, on pense que lorsque les réformes seront faites, on va pouvoir accéder au pouvoir. Du côté du pouvoir également, on pense que si on fait les réformes, c'est comme offrir le pouvoir sur un plateau d'or à l'opposition. Mais là n'est pas la question. Qu'est-ce que la société togolaise veut aujourd'hui? De quoi est-ce que les Togolais ont besoin? Qu'est-ce que les Togolais cherchent pour leur pays? Quels sont les modes de dévolution du pouvoir et quelles sont les conditions qui sont mises en place pour que le pays cultive la culture de l'alternance, parce que nous sommes dans une république quand même, et tôt ou tard, ou d'un moyen ou de l'autre, il faut que à intervalles réguliers, que le pouvoir change régulièrement. Comme on le voit au Ghana, à chaque deux mandats, il y a donc un nouveau parti qui vient d'avancer, ce parti entre la NDC et le MPP. Alors, le groupe de 6 demande aujourd'hui au gouvernement qu'on puisse élaborer un projet de loi qu'on envoie à l'Assemblée autour des points qui font objet de consensus, à savoir la limitation des mandats à 2 tours de scrutin, aussi le programme de décentralisation. Moi, il y a un consensus qui a été trouvé à l'atelier H-Kroin. Le groupe aussi demande au gouvernement de faire rapidement un projet et l'envoyer à l'Assemblée avant qu'on voit les autres réformes
Oui, le problème c'est quoi? C'est que le pouvoir est d'accord pour la limitation de mandat. Pour avoir écouté le président de la République dans l'interview qu'il a accordée à la Deutsche Welle lors de son déplacement en Allemagne l'année dernière, il a dit que le mandat ne peut pas rester illimité. Mais il a aussi dit qu'il a dû réfléchir. Oui, qu'on réfléchit à quel moyen, à quelle façon limiter le mandat. Ça veut dire qu'au moins, on est d'accord tous que le mandat doit être limité. Tout le monde est d'accord. En 2014, 30 juin 2000, d'accord, avec l'échec de la tentative qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui était reproché à l'opposition? C'est qu'on reprochait à l'opposition d'avoir voulu empêcher le président de se représenter si les réformes avaient été faites. Oui. Voilà la question. En temps, il y a eu un consensus à l'atelier du H-Crune en juillet dernier. Oui, à cet atelier également, la question de limitation était constante. Tout le monde était d'accord qu'il fallait limiter les mandats à deux termes de 5 ans. Maintenant, est-ce que quand on fait les réformes, le président actuel ne va plus se représenter? Est-ce qu'il a la latitude de se représenter? Il fallait donner ces garanties. Ça relève de la Cour constitutionnelle. Non, la Cour constitutionnelle existait, mais pourtant il y a eu l'accord politique global en 2006. Voilà, donc il y a, quand on parle du politique, il y a forcément des consensus nationaux à avoir sur des questions. Il y a des lois qui sont impopulaires et il faut de la légitimité à ce qu'on est en train de faire et il faut un consensus national que l'opposition ou les autres partenaires disent nous sommes d'accord, on fait les réformes, mais tel le président qui est là, la loi ne va pas le frapper, il se représente, c'est les réformes, faisons les réformes pour l'avenir, oublions les contingences immédiates. Alors je retourne la même question à Fabrice. Le groupe décide demande au gouvernement de faire un projet de loi pour l'Assemblée sur la base des points qui font consensus, du moins ceux qui ont été retenus à l'atelier du H-Crone. Qu'en dis-tu? Oui, je crois que l'atelier du H-Crone, c'était une étape. Je crois qu'après cette étape-là, il fallait mettre sur pied un comité de réflexion qui a été également mis sur pied. Oui, c'est ça que l'opposition dénonce en fait. L'opposition dit qu'il ne devait pas avoir de comité de réflexion, peut-être une commission de rédaction. Oui, en fait, c'est pour cela que je dis, chacun tire le droit de son côté. Aujourd'hui, les enseignants, eux, ils réclament quoi? Ils réclament leurs indemnités et tout cela et autres. Eux, ce n'est pas la question de la limitation des mandats qui les intéresse. Donc, c'est normal que le groupe de 6, qui sont des partis politiques, se focalise sur la question de la limitation des mandats, puisque c'est politique. Moi, je n'ai rien à cirer par rapport à cette limitation. J'irai voter, tout est clair. C'est pour cela que je dis, on peut aujourd'hui, si on s'entend que les élections qu'on organise sont crédibles, il ne reste qu'à battre celui qui est au pouvoir et puis on le remplace. Mais néanmoins, la limitation de mandat est là, le sujet est là, il est là. Et je crois qu'il y a eu consensus là-dessus, d'accord. Mais maintenant, il y avait ces gymnastiques intellectuelles sur l'application de la loi qui va être prise. Là aussi, les intellectuels ne sont pas sérieux, ils ne disent pas exactement comment ça doit se comporter, alors que c'est un peu scientifique quand même. Mais d'une réaction à une autre, on vous collera une étiquette. Je crois que c'est malheureusement cela. Et aujourd'hui, maintenant, il faut éviter de faire les réformes en visant également un seul individu, soit en empêchant quelqu'un d'arriver au pouvoir, ou alors en créant des conditions pour que celui qui est au pouvoir également s'en aille. Je crois qu'aujourd'hui, si on remet le compteur à zéro, une négociation politique, oui, pour que peut-être celui qui est là ne se représente pas, mais on ne peut pas prendre une disposition comme cela pour dire tel individu. Là, ça fait une loi qui est personnelle. Et donc, je crois que c'est ce qu'il faut éviter. Je crois que les réformes, si on les fait de fond en comble, ça va permettre quand même beaucoup de choses de se décanter. Et pour moi, je reviens là-dessus, tout se joue au niveau des scrutins qu'on organise. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, ces scrutins sont crédibles? Si ce n'est pas crédible, quels sont les éléments qui manquent? Parce qu'on peut aussi faire les réformes, c'est pour cela aussi il y a des écoles qui s'affrontent quand on parle de l'alternance. Alors si aujourd'hui Florian Singbe dit je ne suis plus candidat et UNIR positionne un autre candidat qui gagne, est-ce qu'il y a eu alternance ou pas? On parlera d'alternative. Certains diront qu'il y a eu alternance parce que Florian Singbe est parti, mais d'autres vous diront que c'est le même système, c'est le même parti qui est là. Et donc je crois qu'à un moment donné, il faut réfléchir et agir au-delà des personnes et pour pouvoir en arriver là. Il est clair qu'aujourd'hui, avec l'évolution du monde qu'on a, c'est pas concevable que quelqu'un cherche à s'éterniser au pouvoir. Ça doit être une certitude. Et même à l'heure des réseaux sociaux surtout.
Ce n'est pas. Et donc aujourd'hui, pour revenir à la question de la Gambie, vous voyez, pratiquement, c'est vrai, et Faure Gnassingbé, malgré son jeune âge, se retrouve pratiquement doyen des chefs d'État de la sous-région, si on considère que le nombre d'années fait au niveau du pouvoir. Je crois que ça, ce n'est pas quand même... c'est un mérite d'arriver tôt au pouvoir. Hein. Bon, ça, on vous dira aux âmes bien nées. À 39 ans, il y en a qui chôment toujours. Bon, si à 39 ans vous êtes arrivé au pouvoir, ce n'est pas une faute pour vous. Mais bon, on a atteint un moment où à un moment donné, il faut penser également à repartir parce que les Togolais ont encore compris le goût de l'alternance au pouvoir par rapport à 2005. Bien que ce soit Faure Gnassingbé qui est venu, et il y a eu des changements. Certains se sont vus repositionnés, d'autres ont été déclassés. C'est comme ça. Et quand ça se passe comme ça, et vous savez que bon, vous n'avez qu'à patienter pendant 10 ans, je crois qu'on aura moins d'agressivité. Voilà. Si c'est mon ami Didier Assogba, si on ne s'entend pas, il prend le pouvoir aujourd'hui. Je sais que maximum ça peut-être ne me plaît pas, mais j'ai au plus 10 ans pour le supporter. Mais si à un moment donné, je me rends compte que bon, je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'il partira, mais à un moment donné, je peux chercher d'autres moyens. Et ça devient pour se braquer des fois même là. Ouais, ça braque, je peux chercher d'autres moyens, pas très orthodoxes pour le faire partie. Donc c'est un peu cela. Et je crois que l'alternance, c'est quand même un élément qui contribue au développement. Et je crois que quand vous suivez un peu l'interview de Faure Gnassingbé et à la Deutsche Welle, je crois qu'il y pense, il sait que c'est un aspect important et c'est ça. On marque une pause publicitaire, derrière la pause publicitaire, on va revenir pour poursuivre l'émission. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour sur ce plateau avec nos confrères Didier Assogba de TogoBreakingNews.info et Fabrice Médési de Libéral. Ce matin, on est seul entre nous. Notre invité s'est excusé en dernière minute, donc on va travailler entre nous seuls. On va continuer en politique avec le FPD, le parti de Djimon Horé. Le président du FPD, donc, a accordé une interview à nos confrères et son parti l'a confirmé. Djimon Horé dit que les gens ont tenté de le tuer tout récemment, je crois dans la nuit du 19 au 20 janvier dernier. Ils sont venus chez lui, ils voulaient le tuer vers 2h du matin et que c'est parce qu'il a été malin qu'il est encore vivant. Qui veut tuer Djimon Horé? Oui, c'est la grande interrogation aujourd'hui. Lorsque moi j'ai écouté l'ancien ministre et député à l'Assemblée nationale actuellement, je me suis posé beaucoup de questions. Qui cherche du mal à un chef de parti politique aujourd'hui? C'est difficile à savoir. Lui-même il parle, il a indexé des agents, les forces publiques, tout ça. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu, je ne veux pas faire assez de commentaires aussi. J'aimerais interpeller le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est quand même, on parle quand même là d'un député de la République. Et c'est assez grave ces accusations, ces faits, si ces faits sont avérés. Et donc le ministre de la Sécurité et de la Protection civile doit entamer une enquête, doit ouvrir une enquête pour nous situer clairement qui sont ceux qui sont allés menacer le député chez lui à la maison, l'ancien ministre de la République chez lui à la maison, pourquoi est-ce qu'on le menace et qu'on nous situe là-dessus. Et le ministre a également l'obligation d'assurer la sécurité de ce député-là.
Parce que il a la charge, le ministre de la Sécurité, le ministre Yark, a la charge de veiller à la sécurité de tous les Togolais. Donc si dans ma maison je ne me sens pas en sécurité, c'est dangereux pour une république comme la nôtre. Et on a cru finir avec ces affaires d'assassinat à domicile depuis des années. Mais si avec le député ça doit revenir, il faut que les autorités prennent les responsabilités pour mettre hors d'état de nuire les ennemis du ministre. C'est ce que moi je pense. Fabrice, vous avez suivi donc le FPD a sorti un communiqué. Oui, moi je ne poserai pas la question qui veut tuer Djimo Oré. Je tourne la question autrement. Qui a intérêt à tuer Djimo Oré? Parce que quand on commet un crime, il y a forcément des mobiles, des intérêts derrière tout ça. Et bon, quand je cherche dans ma tête, Djimo Oré, il n'est pas fortuné pour qu'on dise que bon, quelqu'un lui en veut pour ses biens, il a été braqué pour ses biens. Lui-même dit dans son communiqué que rien n'a été emporté. Bon, maintenant, je lis ici, une seconde, donc après la descente des assaillants dans la nuit du 9 janvier, marquée par la descente des assaillants dans sa maison, au cours de l'opération, 2 chambres à coucher ont été vandalisées fort heureusement et par la grâce divine, il n'y a été activement recherché en vain. N'ayant pas réussi leur mission macabre dont le seul objectif est d'assassiner le président national, ils sont repartis sans avoir rien porté matériellement. Ils n'ont rien pris, mais ils ont vandalisé les chambres. Oui, c'est donc ça voudrait dire que c'est pas des gens qui sont venus pour s'en prendre à ses biens. Donc, logiquement, s'ils n'ont rien pris, il conclut que c'est sa personne qui était mise en jeu. En fait, c'est lui on cherchait. Bon, maintenant, là où je suis resté un peu perplexe, c'est que tout à l'heure, mon ami Didier dit oui, qu'il faut que le ministre réagisse. Et quel ministre va réagir dans la mesure où Djimo Oré lui-même, dans son communiqué, indexe le gouvernement? Oui, c'est la grave erreur qu'il a commise. Bon, il n'a pas indexé le gouvernement. Si, relis bien le communiqué du FPD. Il a indexé clairement le gouvernement. Ou alors j'ai mal lu, sinon il a indexé clairement. Il a indexé il parle des agents de la sécurité publique. Alors justement, les agents de la sécurité publique, il les gère. Je crois que c'est ça qui risque d'être... Parce que quand vous concluez, lui-même il conclut déjà, il indexe... Il soupçonne déjà quelqu'un et surtout c'est maintenant qui va assurer sa sécurité, c'est ça le problème. Il dit bon positionnement notamment de voitures non immatriculées face à sa résidence, débarquement d'antiques gangs à côté de sa résidence alors qu'il revenait d'une mission ainsi de suite, bon, des téléphoniques à 2h du matin, appel téléphonique et autre chose. Donc il dit bon, pour eux on va venir le tuer. Maintenant dans quel but? Est-ce que Djimo Oré dérange tant? Oui, mais là, moi je suis d'accord, tel que la scène a été décrite, bon, moi je suis pas là pour voir. Ou bien on veut l'intimider? Non, tel que la scène a été décrite, si rien n'a été importé, et quand on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé, donc c'est que c'est lui on cherchait. Mais le mal, c'est quand il conclut que c'est le gouvernement qui lui en veut. Bon, maintenant, si c'est le gouvernement qui lui en veut, qui peut assurer sa sécurité? Bon, maintenant... qui peut assurer, est-ce qu'il aura une sécurité privée et autres? Parce que généralement, un homme politique, quand c'est l'État qui vous vise, je crois qu'on prend la poudre d'un scampette. Parce que Djimo Oré ne va pas nous dire aujourd'hui qu'il peut faire face à l'armada militaire, à la sécurité du gouvernement, si on lui en veut vraiment. Et je crois que c'est là où il fallait faire attention, à ne pas trop vite aller en besoin. Je crois qu'il a ce petit défaut, à dire les conclusions hâtives. Ta vie a été mise en jeu. Peut-être ça peut être autre chose que ce que tu penses. Parce que maintenant, quand vous concluez que c'est le gouvernement... Bon, maintenant, si le ministre Yap dit je vais envoyer des agents, il va les recevoir dans la mesure où c'est eux, il indexe directement. C'est là où est le danger. Mais sur le plan politique, on sait comment Djimo Oré a évolué. Il peut avoir des gens qui lui en veulent. Les gens du même camp peuvent s'en vouloir, hein, mais tout de suite. Et moi, je crois que si vraiment, sur le plan politique, puisqu'on le prend, tout ce qu'on lui reconnaît, c'est que c'est un leader politique, c'est un député. Donc si on s'en prend à lui, et quand vous lisez entre les lignes, vous constatez qu'il se dit que ce sont ses positions qui dérangent. Alors maintenant, la question qui se pose, est-ce que si on fait la classification des opposants les plus radicaux au niveau du Togo, quel peut être le rang de Djimo Oré? Est-ce que c'est le Moïse Katumbi du Togo en ce moment précis? Là, bon, je dirais non. Je dirais non. Si vraiment c'est le gouvernement qui lui en veut, moi je crois que on est en train de, je sais pas, vouloir commettre
un crime inutile qui ne rapportera vraiment rien. Parce que on va suivre ça de très près. En face, politiquement, Djima Oré n'est pas un foudre de guerre entre nous. Et aujourd'hui, que Jean-Pierre Fabre dise, bon voilà, on m'en veut, on veut attenter à ma vie pour mes convictions politiques. On sait que aujourd'hui, par rapport aux dernières élections, le challenger numéro 1 de celui qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Fabre. Et s'il faut éliminer quelqu'un qui vous empêche de conserver votre pouvoir, je ne pense pas que ce soit Djima Oré qui, pour l'instant, se bat plutôt pour conserver son poste, ou du moins le député dans sa zone. Dans l'Est. Merci, on va parler de la séquestration des enseignants donc, dans la localité de Djobogan, dans le du Badou, dans le Wawa. Donc la Civito dénonce par exemple les formes de torture morale et psychologique sur les enseignants et une manipulation et une mission inacceptable des chefs traditionnels dans un débat professionnel. La Civito est vivement indignée par l'indifférence et l'insouciance des autorités gouvernementales vis-à-vis des revendications légitimes des enseignants et très inquiète de l'évolution de la crise qui secoue le secteur de l'éducation dans notre pays. En effet, suite à une manifestation pacifique organisée par la coordination des syndicats de l'éducation du Togo C7 le 25 janvier dernier, les sieurs Gawo Koku et Adangolo, respectivement enseignants de philosophie et des sciences physiques au lycée de Zobregan, localité située donc dans la province de Wawa, ont été objets d'une séquestration perpétrée par une dizaine de jeunes non identifiés après avoir observé le sit-in. Ces derniers n'ont eu la vie sauve que grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre et de la sécurité déployées dans la zone. Alors selon nos informations, c'est le chef canton de Zobregan qui a demandé qu'on aille prendre en otage les enseignants parce qu'ils ont observé un sit-in, ils font trop de grève. Le chef canton dit qu'il veut plus d'eux dans sa localité. Pathétique. C'est compliqué, ces genres de réactions et d'interventions de chefs de village, de chefs canton qui sont censés être à l'écart des différents entre gouvernements et d'autres. Enfin, moi, je n'ai pas compris la réaction de ce chef-là. Lui, plutôt, devrait aller jouer à la diplomatie, aller faire comprendre aux enseignants qu'ils sont venus dans la localité pour servir le bien de ces populations et donc jouer plutôt à la diplomatie que de jouer il dit que les enseignants font trop de grève à la manière ils font grève donc ils ne veulent plus les voir encore. Non mais la grève elle est quand même autorisée, nous sommes dans une république, la grève est autorisée par les textes du Togo aujourd'hui et mais pour arriver à ce chef là, vous comprenez quand la mésentente, je vais dire comme ça, a commencé entre le gouvernement et les enseignants, c'est le ministre Tchakwele qui a commencé à envoyer des notes de service aux directeurs régionaux de l'éducation qui avaient commencé à menacer des enseignants. Quand ça vient comme ça de la tête, et de la tête, on sent que la tête a commencé par menacer les enseignants. Chacun se permet maintenant d'aller dans la même dynamique. Mais ce que ce chef-là a fait est condamnable et donc moi je condamne. Mais c'est du zèle, mais c'est quoi? Non, est-ce que c'est du zèle? Peut-être que lui, en le faisant, il était en train de rendre service à sa population parce que, quand même, c'est un chef du village, on ne peut pas supporter à ce que les enfants n'aillent pas à l'école parce que les enseignants font grève. Mais il s'est pris de manière, il s'y est pris très mal. Et moi, tu connais ma position sur cette question. Moi, j'interpelle le gouvernement à solder rapidement ces questions qui divisent. Ces questions qui divisent cristallisent les attentions et ça devient de la passion et ça déborde dans tous les sens. On peut régler ces questions-là si on a de la bonne volonté. On règle ces questions assez vite pour que ça ne déborde pas jusque chez les chefs cantons qui séquestrent les enseignants, les fonctionnaires publics qui ont quand même besoin ou qui ont droit à la protection de l'État. Un chef canton se lève les séquestres. Demain, ce sera le chef de village qui sait demain si c'est pas le bandit du quartier. Voilà, donc c'est dangereux, c'est des précédents dangereux. Il faut qu'on sorte rapidement ces questions d'enseignants, de grève, tout ça, pour que le Togo retrouve, ou le secteur de l'éducation retrouve sa sérénité, parce que l'année rue vers sa fin, pour que les enfants finissent l'année en douceur, pour qu'on n'en parle pas, quoi. Fabrice Pélizy. Oui, mais moi je voudrais être prudent sur cette question parce que ça m'étonne. Ça m'étonne quand même qu'un chef canton puisse séquestrer les enseignants sur la base du fait qu'ils font une grève. De quoi je me mêle?
parce qu'en réalité, les chefs cantons, c'est des gardiens des us et coutumes. Ils n'ont rien à cirer avec les enseignants. C'est pour cela que je dis, bon, je ne sais pas s'il y a la version du chef. Parce qu'il faut vraiment avoir cette version-là. Quoi qu'on dise, séquestrer, c'est déjà une mauvaise chose. Mais c'est puni par la loi. Oui, mais les mobiles, si c'est vraiment cela, là, ben, je crois que il faut une analyse ou du moins un test psychiatrique à ce chef-là pour voir s'il a tous ses sens. Parce que séquestrer les enseignants parce qu'ils font grève, c'est quoi son problème si les enseignants font une grève? Ouais, c'est ça. Et ben, il dit qu'ils font grève, donc ça veut que les élèves ne vont pas à l'école, donc sa localité est menacée. Et puis, il demande aux enseignants de quitter Djoubégan, il ne veut plus les voir à Djoubégan. Non, mais c'est pas. Il est chef canton, il faut qu'il reconnaisse. Moi, je sais que généralement, dans les localités reculées, les problèmes entre chef canton et enseignants, généralement, c'est des problèmes de femmes. Généralement. C'est des problèmes de femmes. On se dit, bon, ils sont venus et parfois ils touchent aux jeunes filles du village et tout cela, qui sont déjà dotées, des trucs comme cela et autres. Mais qu'on me dise que le chef canton a des problèmes avec des enseignants sur des questions liées à la grève, ça me surprend énormément. Et je crois que s'il l'a fait, bon, il devra répondre de ses actes, hein, parce que ça fait, il s'est mêlé d'une affaire qui ne le regarde pas, parce qu'en réalité, dans cette localité-là, même s'il n'y a pas un inspecteur là-bas, il y a une inspection quand même qui gère tout le secteur en ce qui concerne l'enseignement. Ce n'est pas la même subdivision. Les chefs cantons ne sont pas sous la coupole. Les enseignants ne sont pas. Ils n'ont rien à voir avec le chef canton. Même si parfois ces chefs cantons là contribuent parce que généralement. Et les écoles d'initiative locale. Oui, même à part ça, quand par exemple on affecte des enseignants dans des localités reculées où ils arrivent, ils ne savent pas où loger avant de. Parfois c'est les chefs cantons. Et généralement, ils contribuent au développement de leur localité parce qu'il y a beaucoup de localités où il n'y a pas d'enseignants. Et un chef canton, ça négocie plutôt que les enseignants restent. Vous allez voir en cela, eux, leur avantage là-bas, c'est des vivres qu'on leur donne, tout ça là pour les encourager à rester. Mais si lui, il prend l'initiative plutôt de chasser, c'est pourquoi je me dis que si c'est vraiment que c'est comme ça s'est passé, je me demande s'il est. Il a tous ses sens. Bon, on va suivre le site de près. Bon, on espère que d'ici la semaine prochaine, on va voir clair dedans. On a eu les témoignages des enseignants, mais pas encore pour le chef canton. On va parler de l'augmentation des prix du pétrolier à la pompe. C'est effectif depuis 0 heure, depuis ce matin. Donc, les prix des produits pétroliers ont été revus à la hausse. La Ligue des consommateurs du Togo dénonce cette augmentation. Mais ce qui est préoccupant ce matin, c'est l'incivisme dont fait preuve les gérants des stations d'essence. Alors, chaque fois que le gouvernement décide d'augmenter les prix des produits pétroliers, déjà la veille, on parle de rupture de stock dans les stations-service. Et hier, moi-même, j'ai été victime de l'association et je pense que ce n'est pas civique, c'est anti-patriotique parce que, voilà, pour quelqu'un qui veut acheter du carburant, on me dit non, il n'y a pas de carburant, alors qu'ils en ont parce qu'ils ont appris que les prix ont augmenté. Ils veulent capitaliser, mais c'est ça, c'est quoi, c'est le capitalisme, c'est quoi ce truc-là? Non, et toi, tu n'as été victime qu'hier. Moi, j'ai été victime depuis lundi soir. Parce que, depuis la semaine dernière, là, ça court comme quoi il devrait y avoir augmentation. Donc, depuis lundi, la mesure aurait pu être rendue publique, mais le gouvernement est seul maître à bord et même jusqu'à tard, hier, on parlait d'une signature d'un ministre qui manquait. C'est pour ça que la mesure n'avait pas été annoncée à la mi-journée. Mais c'est leur habitude, hein, c'est qu'ils ont acheté moins cher. Ils ont vendu jusqu'à un moment donné où ils ont appris que les prix vont augmenter. Donc, ils veulent stocker pour vendre cher ce qu'ils ont acheté. Ce qu'ils ont acheté, à la limite, c'est de l'arnaque, c'est du vol pur et dur. Et je comprends pas. Moi, je suis allé pour acheter du carburant et ils m'ont fait comprendre qu'il n'y en a pas. Tous ceux qui viennent, on leur dit en même temps, on vous retourne même quand vous venez vers eux, qu'il n'y a pas, quoi. Donc, allez chercher ailleurs. Mais le gouvernement, en fait, en annonçant des mesures comme ça, doit prendre des dispositions pour quand même que les citoyens soient servis lorsqu'ils rentrent dans les stations-service. Au même moment, on nous dit que la vente du carburant boudin, le frelaté n'est pas bon. Si on va dans les stations et que les pompistes, les gérants vont nous retourner
Mais les gens vont trouver leur salut si je suis en panne sèche et que j'arrive et qu'on me dit qu'il n'y a pas de carburant, je vais chercher le gars du bourré à côté. Donc il faut que le gouvernement, en prenant des mesures d'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe, veille à ce que quand même les stations ne pensent pas forcément à l'économie, mais pense au service qu'il faut rendre aux populations, aux clients qui viennent s'acheter de ces produits-là. Ce n'est pas du tout concevable qu'on cherche à vendre plus cher ce qu'on a acheté très moins cher déjà. C'est pas bien. Fabrice, je ne sais pas si vous avez été visiter de la situation. Oui, c'est vrai qu'hier j'ai vu des gens aussi s'agglutiner. En fait, tout le monde aussi est c'est une stratégie commerciale. Hein. C'est vrai que c'est de la tricherie, mais une stratégie commerciale. Si vous vendez un produit et vous avez l'information selon laquelle demain le prix du produit va doubler, je crois que tout le monde ferait pareil. Je garde ma marchandise et le lendemain. Mais non, le civisme ne demande pas ça. Oui, en fait, c'est pour ça que je dis c'est une attitude comme le commerçant, lui, s'il achète à 100 francs, s'il sait qu'il vend à 1000 francs, les gens vont acheter, il va le faire sans état d'âme. Mais c'est de la tricherie. Mais le commerce, parfois, on n'achète pas à 10 francs pour revendre à 10 francs. Et maintenant, vous allez voir aussi. Moi, hier, je suis allé faire le plein. J'ai eu chance, je suis tombé dans une station, on m'a servi. Pourquoi moi, je n'avais pas prévu acheter le carburant? Pourquoi j'ai fait le plein hier? C'est pour gagner aussi. C'est pour gagner aussi. Donc, je crois que chacun était dans ce jeu-là. Et ils savent, les commerçants savent. Ils savent que les gens étaient même capables de remplir même les bidons hier soir pour au moins tenir le mois. Donc, eux aussi, ils ont calculé la réaction de la clientèle pour également mettre leur stratégie en marche. Bon, vous venez, ils vous disent qu'il n'y en a pas, mais ce matin, ils vous le vendent à un prix élevé. C'est de la tricherie, parce que les stocks qu'ils avaient, forcément, ils ne l'ont pas acheté au même prix, mais ils revendent, et c'est ce que nos bonnes dames font. Vous allez voir, aujourd'hui, vous allez aller dans un marché, on va vous montrer un produit, on va vous dire que le prix du carburant a augmenté. Et automatiquement les prix vont flamber, c'est ça. Et peut-être que si vous voyez peut-être ce paquet de sucre là, fait un mois dans la boutique, personne n'achetait. Mais si vous voulez l'acheter ce matin, on va vous dire, les prix ont augmenté, le transport a augmenté, et tout cela, et tout flambe. Et c'est là où le bas blesse, c'est que quand c'est l'inverse, ça ne suit pas. Quand on diminue, tout à l'heure vous prenez un étudiant, il va vous dire peut-être que c'est hier il a fait le plein, mais aujourd'hui il va vous facturer autrement. Il vous dira qu'on a augmenté le prix du carburant sans même que l'État prenne le temps de fixer les tarifs. Donc c'est pour cela que je suis d'accord pour dire généralement pour ces mesures-là, il faut prendre les mesures d'accompagnement dans l'ensemble. C'est-à-dire au même moment où on augmente les prix, on peut donner déjà les prix des tarifs. Sinon, vous allez voir que dans les prochaines semaines, ça sera l'anarchie. Les gens vont augmenter les prix des transports en commun à l'intérieur du pays. Ils fixent leurs prix comme ils veulent. Et le temps même de rencontrer les syndicats pour harmoniser, on serait déjà loin. Et généralement, quand on le fait, même parfois, ils ne reviennent pas sur ces prix-là. Moi, alors, une question avant qu'on finisse rapidement. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure période pour augmenter les prix des produits pétroliers aujourd'hui? On sort des périodes de fête, s'il n'y avait pas d'argent, nous sommes en janvier, c'est sec partout dans le pays, et c'est le moment que le gouvernement choisit pour donc augmenter les prix des produits pétroliers. Est-ce que c'est la meilleure période? Non, moi je ne poserai pas la question comme ça. Ce que moi je veux dire, c'est que si le gouvernement pense que c'est ça la vérité des prix, moi, à moi, ça ne me pose pas de problème si c'est réellement la vérité des prix, parce que vers la fin de l'année 2016, on a quand même eu le prix du baril à l'international qui a quand même un peu connu une augmentation, et donc ce n'est plus dans les mêmes proportions qu'en début 2016. Donc si le gouvernement pense que c'est la vérité des prix qu'il faut appliquer à partir de cette fin du mois de janvier, à moi ça ne pose pas de problème. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement? Des mesures qui sont prises pour éviter la flambée dont parle mon confrère souvent ça ne suit pas. Voilà, c'est là la question. Quand vous allez au grand marché tout à l'heure, vous allez voir, comme Fabrice le dit, tout flambe. On vous donne des prix sur des trucs, vous ne reviendrez pas. Alors que ces choses-là, comme on condamnait pour les pompistes et les gérants des stations-service actuellement, les mêmes choses, ils ont les marchandises dans leurs magasins depuis des mois. Mais ils vont également augmenter des prix. La bonne dame qui vend le gari à côté également va augmenter les prix, et ça devient de l'anarchie. Donc si le gouvernement veut appliquer la vérité des prix,
pour les produits pétroliers, qu'on cherche également un mécanisme moyen qui permet également de réguler les prix des autres produits, des premières nécessités surtout, pour qu'on n'assiste pas à de l'anarchie dans la fixation des prix. Le mandat social est vraiment social, Fabrice Bédési? Oui, ben, quand vous prenez la question de l'augmentation du prix sur les produits pétroliers, je crois que en fait, c'était dans l'air depuis des mois. Hein. Je crois que, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est la meilleure période? Je crois que c'était la période idéale. Parce que déjà depuis octobre, tout ça, avec les histoires de sommet, le gouvernement fait des calculs et tout cela. Bon, maintenant, ils ont trouvé qu'on est à une période où il peut. Sinon, c'est une augmentation qu'ils voulaient faire depuis. Moi, j'avais les informations. Ils expliquaient que ce sont les subventions qui ont fait que... Ils vont vous expliquer qu'en réalité, sur les produits pétroliers, c'est un débat, hein, ça fait débat. Parce que quand vous approchez le ministère du Commerce, on argumente comme quoi... Et voilà, quand on réduit les prix des produits pétroliers, ça n'arrange que les gros consommateurs, ceux qui ont les gros cylindrés, capables de prendre 100 litres dans leur véhicule. Et ils voient une diminution significative. Mais la petite vieille au village qui n'utilise que le pétrole lampant et tout cela, elle ne sent pas vraiment grand-chose. Pourquoi pas réduire le prix du gaz butane que tout le monde utilise aujourd'hui au Togo? Oui, la question du gaz butane, je crois qu'il faut relancer le débat pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'avant ça allait de pair. Depuis plus de 3 ans, on a tenté tout dernièrement d'augmenter alors qu'il y avait un autre fournisseur qui avait gardé le même prix et finalement on est revenu à la case départ et tout cela. Et je crois que, je dis ça fait débat parce qu'au même moment, c'est que quand on augmente sur les produits pétroliers, ça ne s'arrête pas là. L'impact est grand. L'impact est grand. Tout ce que vous allez acheter aujourd'hui, ça va augmenter parce qu'on dira que c'est le transport. Mesdames, Messieurs, Tortor de ce vendredi 27 janvier s'achève ainsi. Merci à nos confrères Didier Assogba de TogoBreweNews.info. Merci à Fabrice Bédési qui est venu remplacer en dernière minute Sam Djabo qui a eu un empêchement de dernière minute également. Merci de nous avoir suivis cette semaine. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. Portez-vous bien, bon week-end à vous tous et que Dieu vous bénisse abondamment.